C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les combats qui continuent au Soudan malgré la trêve négociée à Jeddah sous l'égide de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. Elle devait entrer en vigueur ce soir. Les Soudanais avaient peu d'espoir. Après 37 jours de combat et près de 900 morts, aucun cessez-le-feu n'a été respecté. Nous serons en direct de Nairobi avec Bastien Renouille, notre correspondant régional. Les conclusions des experts mandatés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo. Elles ont été rendues publiques après l'audit du fichier électoral réalisé entre le 15 et le 20 mai. La correspondance à Kinshasa dans ce journal. Et puis les résultats provisoires des régionales, les municipales et du premier tour des législatives en Mauritanie. La CENI, la commission électorale, a proclamé ses résultats provisoires hier. Le parti au pouvoir, El Insar, remporte une victoire écrasante et l'opposition crie à la fraude. La correspondance régionale dans cette édition. Pas de cessez-le-feu au Soudan. La trêve négociée par les États-Unis et l'Arabie Saoudite à Jeddah devait entrer en vigueur ce soir, mais les combats continuent. Les populations avaient peu d'espoir que cette trêve soit appliquée. On retrouve tout de suite notre correspondant régional Bastien Renouille. Bastien, sans surprise, les combats continuent. Bonsoir, et oui, c'est ce que me disent mes contacts sur place. Ils me disent qu'au moment où cette trêve était censée entrer en vigueur, à 21h45 heure locale, ils ont entendu des explosions et des tirs. Des explosions dans la ville de Bari, des tirs dans la ville de Omdurman. Ce sont les deux villes voisines de Khartoum, situées de l'autre côté du Nil. C'est là que les combats ont été les plus violents au cours des derniers jours. Alors, ces contacts civils que j'ai sur place à Khartoum me disaient qu'ils avaient assez peu d'espoir, qu'ils ne croyaient pas qu'un tel cessez-le-feu pourrait avoir lieu au vu de la violence qu'il y a eu au cours des derniers jours. Ils me parlaient notamment des avions qu'ils ont vus durant l'après-midi voler au-dessus de la capitale, bombarder des positions des forces de soutien rapide qui se situaient au milieu de quartiers résidentiels, des quartiers résidentiels qui sont donc fortement touchés par les bombardements de l'armée, ce qui fait beaucoup de victimes civiles. Et pendant ce temps-là, les forces de soutien rapide qui se cachent dans ces quartiers, pillent les maisons, violent des femmes, s'en prennent à tous les civils. Voilà pour la situation à Khartoum qui est toujours extrêmement compliquée pour la population civile. Une situation qui est aussi toujours très violente dans la région du Darfour, dans la ville de Niala notamment, la capitale du Darfour de l'Est. Là-bas, il y a eu des combats très intenses au cours des 3 derniers jours. La population locale me dit qu'il avait rarement entendu une telle intensité depuis le début de la guerre le 15 avril dernier. Et dans la ville d'El Djenina, située à quelques kilomètres de la frontière avec le Tchad, au Darfour occidental, les forces de soutien rapide et les milices locales qui leur sont alliées continuent à bloquer les civils, à s'en prendre à eux. Ils ont tué des centaines de personnes au cours des derniers jours. Donc vous le comprenez, la situation toujours aussi complexe pour les civils. Plus d'1 million de personnes ont été jetées sur les routes partout au Soudan. Des millions sont encore bloqués dans les villes les plus touchées par les combats, Khartoum, mais aussi au Nord Kordofan et au Darfour. Alors, il est plus urgent que jamais de réussir à mettre en place un cessez-le-feu. Pour l'instant, il ne semble pas tenir. Peut-être que cela va changer au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours. Toujours est-il que c'est absolument nécessaire pour pouvoir apporter l'aide humanitaire sur place, une aide humanitaire dont la population a grandement besoin à l'heure actuelle. Merci beaucoup Bastien Renouille, vous êtes notre correspondant régional, vous suivez pour nous cette guerre au Soudan. C'est une étape importante qui vient d'être franchie pour les élections en République démocratique du Congo. Les conclusions des 5 experts mandatés par la Commission électorale nationale indépendante ont été rendues publiques après le audit du fichier électoral. Les détails avec notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. Le fichier électoral est fiable. Ce sont les conclusions de l'audit externe du fichier électoral mené par 5 experts recrutés par la Commission électorale nationale indépendante. Près de 44 millions d'électeurs qui se sont enrôlés sont jugés valides. En revanche, les experts affirment que plus de 3 millions de personnes constituent un enrôlement frauduleux, qu'il s'agisse de doublons, de personnes mineures ou de profils incomplets. Des enrôlements frauduleux que le système informatique a pu détecter et radier selon les experts. Nous avons testé le système et le système peut le faire. Notre travail est de vérifier que cela est faisable et de voir que cela a été fait.
C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous confirmons. Ces conclusions de l'audit externe du fichier électoral sont un pas de plus vers l'élection présidentielle annoncée pour le 20 décembre. Mais cet audit laisse quelques zones d'ombre selon les membres de la société civile présents lors de cette présentation. Les 5 experts n'ont pas précisé notamment sur quel fichier de la population ils se sont appuyés pour comparer leurs données. La République démocratique du Congo n'ayant pas fait de recensement depuis près de 40 ans. L'opposition, elle, a déjà annoncé un sit-in devant le siège de la CENI ce jeudi pour dénoncer le manque de transparence dans le processus électoral. En Mauritanie, les résultats provisoires des régionales et municipales et du premier tour des législatives sont enfin tombés. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a proclamé ces résultats provisoires dimanche avec près de 72% de participation. C'est une victoire écrasante pour le parti au pouvoir, Al-Insar. Les partis d'opposition crient à la fraude. La correspondance régionale depuis Dakar de Sarah Sako. La coalition présidentielle emporte 116 sièges de députés sur un total de 176, dont 80 pour le seul parti au pouvoir, Al-Insaf. L'opposition doit se contenter de 24 sièges, dont 9 pour Tawassoul, qui reste la principale formation d'opposition, bien qu'en recul par rapport à l'Assemblée sortante. Le parti au pouvoir emporte aussi les 13 conseils régionaux et 165 communes sur les 238 que compte le pays. Ces résultats officiels provisoires renforce donc le président Mohamed Ould El Ghazouani, probable candidat pour la présidentielle de l'an prochain. L'opposition continue, elle, de crier à la fraude. Elle exige la reprise du vote, notamment à Nouakchott, et a d'ores et déjà annoncé des manifestations. Un deuxième tour doit se tenir le 28 mai prochain, puisque 36 sièges de députés sont encore en jeu dans ce système de vote à la fois majoritaire et proportionnel. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, toujours privé de ses droits civiques. La commission électorale indépendante a maintenu l'exclusion de l'ancien président de la liste des électeurs. Il ne pourra pas voter aux élections locales prévues le 2 septembre, une décision qualifiée de provocation inacceptable par son parti. La correspondance à Abidjan de Kwame Matundir. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ne pourra ni voter ni se présenter aux élections locales prévues le 2 septembre prochain. Et pour cause, bien qu'acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité et malgré la grâce accordée l'an dernier par le président Alassane Ouattara, il reste déchu de ses droits civiques et politiques, car sous le coup d'une condamnation dans l'affaire du braquage de la BCEAO en 2011, ce samedi, quelques instants après la publication de la liste électorale à Abidjan, son parti, le PPACI, a organisé une conférence de presse. Écoutons leur porte-parole. Le RHDP et le gouvernement ne peuvent se berner d'illusions en pensant qu'ils peuvent aussi facilement exclure le président Laurent Gbagbo de la vie politique. Un tel entêtement de la part du régime ivoirien fait courir de graves risques à la paix et à la cohésion sociale. De leur côté, les responsables de la commission électorale indépendante précisent qu'ils appliquent simplement la loi ivoirienne. Ce n'est pas en 2022 que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est depuis 2020. Et les causes qui ont justifié la radiation du président Gbagbo demeurent. Non, on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir qu'il ne sera pas sur la liste électorale de 2022. Cette affaire n'a pas manqué de faire réagir Charles Blé Goudé, lui aussi concerné par cette déchéance de ses droits civiques et politiques, et qu'il accepte, en n'oubliant pas de préciser que son rassemblement, le COJEP, est dans une mission de paix, de cohésion et de rassemblement des Ivoiriens. Cette affaire survient à 3 mois seulement des élections municipales et régionales qui verront se rendre aux urnes 8 millions d'électeurs. En bref, en Tunisie, des dizaines de journalistes ont manifesté à Tunis contre l'audition par la police de 2 confrères de la radio privée Mosaïque FM. Les 2 journalistes sont accusés d'avoir évoqué dans leur émission des défaillances dans le recrutement au sein des services de sécurité. On se quitte sur ces images à Lagos au Nigeria, sur la plage de Tarkwa Bay, où une compétition de surf a rassemblé de nombreux fans. Cette discipline fait de plus en plus d'émules dans la mégalopole nigériane. Elle est aussi un exutoire pour de nombreux jeunes au chômage qui tournent le dos à la délinquance pour pratiquer le surf. Écoutez.
Le surf est très utile à cette communauté parce qu'il donne l'occasion à ces jeunes de montrer leur talent, de développer leurs compétences en matière de surf. Et puis c'est une plateforme pour interagir avec d'autres surfeurs du monde entier. Cela leur a donné beaucoup d'espoir et nous pensons qu'avec le surf, certains de ces jeunes qui sont désespérés, qui n'ont rien à faire et sont frustrés, commencent à avoir l'espoir grâce au surf. Ça devient quelque chose de positif dans leur vie. Et je pense que ça les éloigne également de la criminalité, de la toxicomanie et de tous les vices de la société. Il y a 2 ans, nous avons eu beaucoup de démolitions dans notre île. Toutes nos maisons, presque toutes les maisons de surfeurs ont été démolies. Ils ont dit que le problème venait du fait que les oléoducs étaient vandalisés, qu'il y avait trop de carburant sur cette île, trop d'oléoducs. Donc ils l'ont démoli. Et depuis, j'ai lutté pour avoir un abri, pour manger, pour avoir une bonne vie. J'aime le surf parce qu'à chaque fois que je surfe, je me sens bien et j'oublie toutes les douleurs qui m'accablent. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait se faire et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.